Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est metteur en scène. Mais depuis 1979, elle ne fait pas que mettre en scène. Elle interprète, elle écrit, elle crée les costumes et les décors, elle dirige le théâtre de la Criée à Marseille pendant 11 ans, elle mène des troupes et des compagnies, les renommées Les Deschiens, et elle écoute la radio. Beaucoup. France Culture, paraît-il. Et aujourd'hui, elle ne va pas écouter, mais nous parler de son dernier spectacle, sa mise en scène du Don Juan de Molière, pièce mythique, jouée et rejouée depuis 1665, elle en fait en 2024 non pas un séducteur victorieux, mais un homme empêché, un loser presque, confiné dans son boudoir, mal aimé par son père et en butte à la morale, de quoi questionner le désir, son élan, mais surtout ses impasses. Masha Makayev, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci infiniment. Masha Makayev, pourquoi avoir voulu mettre en scène la figure de Don Juan ? Alors le pourquoi de monter un spectacle est assez étonnant, il est très intuitif, l'intelligence vient après, on comprend pas tout de suite. Alors je vous ferai une réponse très pratique, j'avais les acteurs. Voilà. Quand vous avez vu votre acteur, vous avez dit c'est un Don Juan. C'est-à-dire qu'on était en train de travailler Tartuffe et tout d'un coup j'ai vu Vincent Winterhalter et Xavier Gallet à la face, assis côte à côte, déjà dans ce lien très trouble entre Orgon et Tartuffe, c'est-à-dire ces deux êtres à l'amitié impossible, et en même temps, il y avait quelque chose d'un frottement entre ces deux êtres, et j'ai aperçu Sganarelle et Don Juan. D'ailleurs, je leur ai dit, voilà, tiens, vous me faites penser à ça. Et voilà. Et après, on a eu la chance de pouvoir le faire. Oui, parce qu'après, c'est très concret, le théâtre. Et je me suis mise au travail, et plus j'ai avancé, et plus, voilà, par intuition, probablement que aussi à ce moment où je suis de ma vie, c'était un sujet important d'aborder, ce rapport-là, et l'état du monde des hommes aussi. Le mystère masculin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais que j'en viendrai pas à bout, mais cette approche-là, toujours par la fiction, le théâtre, c'est une vérité qui se dit à cet endroit et pas ailleurs. Vous dites à ce moment-là de ma vie, c'est-à-dire ? Je suis à un moment de ma vie où les décennies se sont succédées. Donc aujourd'hui, vous vous autorisez à le faire ? C'est même pas une autorisation, c'est que tout d'un coup, ça me paraît assez évident comme ça, et puis quelque chose m'attire dans ce mystère-là, je vous disais, et peut-être que précisément à cause du frottement avec le monde, avec ce que j'ai traversé aussi de la vie, peut-être que voilà, cette approche-là, je me disais, pourra être habitée. Habité et ancré dans quelque chose, à la fois dans un imaginaire, parce qu'on ne le quitte jamais au théâtre, mais aussi dans du réel et du vécu. Vous avez parlé du mystère masculin. Habituellement, on parle plutôt du mystère féminin. Voilà, percer ce qu'il y a dans l'énigme. On parle du continent noir, de la femme en psychanalyse. Moi, j'avais jamais pensé qu'il y avait un mystère masculin. Oui, pour moi. On les trouve très transparents. Je suis là pourtant. Oui, pardon Nicolas, mais justement, vous êtes à côté de moi, donc je vous vois très bien. Je pense que Nicolas doit penser comme moi. Non, je crois qu'il y a quelque chose. Ce mystère se pose d'abord à eux-mêmes, mais moi, il me fascine, peut-être parce que aussi, alors voilà, par une forme de pudeur aussi. J'ai eu 5 frères et ça m'a beaucoup intéressée. Comment fonctionnent les hommes ? C'était ça la question ? Ah oui, et puis même, il y a quelque chose, on parle beaucoup du mystère féminin, et si bien, et la littérature s'en est emparée. Très souvent, les hommes sont assez pudiques là-dessus, et on fait souvent un petit détour, mais je pense qu'il y a une problématique particulière. Je pense que c'est lié au patriarcat. Je pense que le patriarcat peut fabriquer des fragiles, des monstres, des violents, C'est aussi ce qui traverse de mon point de vue Don Juan. Don Juan n'en est pas là uniquement parce que la Providence a dit qu'il était mauvais. C'est un peu court. Et que ce mythe-là, que Don Juan serait un mythe et qu'a priori, il serait tout d'une pièce comme ça, condamné au mal. Non, je pense que sa relation au pouvoir du père
a fait de lui cet être-là. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi dans la vie, que j'ai beaucoup vu dans la vie, cette relation père-fils. On parle beaucoup de mère-fille et de mère-fils, mais père-fils peut être admirablement réussi, mais peut aussi engendrer des choses extrêmement violentes. Monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne. Mais par exemple, de vous voir tous les mois, vous marier comme vous faites... Y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai, je conçois que c'est fort agréable et fort divertissant. Et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal, mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré... Va, c'est une affaire entre le ciel et moi, nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh là, maître Sceau, vous savez que je vous ai dit que j'aime pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous. Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous, et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face, osez-vous bien vous jouer ainsi au ciel? Vous venez de lever le doigt, Masha Makiev, sur une réplique. Pourquoi? Oui, je suis très admirative des comédiens et des comédiennes en général et de ceux-là en particulier parce que je les couvre du regard et de l'oreille chaque soir. Je ne peux pas quitter vraiment, être trop loin du plateau. Et voilà, j'admire l'inventivité chaque soir. Et pour moi, c'est un rapport tellement musical à cette langue admirable. La faire entendre, mais la faire entendre musicalement. Et les deux voix, notamment là, parce qu'on entend Vincent et Xavier, mais on pourrait entendre les autres aussi, que cela ça apparaîtrait aussi. C'est vraiment comment deux voix inventent une troisième voix qui est celle qui est le son qu'on entend. Voilà, et je suis très très sensible à ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup écouter le spectacle aussi depuis la coulisse. Mais vous sembliez presque surprise d'une intonation finale. Je cite leur nom. Vous avez dit Vincent et Xavier. C'est Vincent Winterhalter qui interprète Sganarelle et Xavier Gallet qui interprète Don Juan. Oui. On vient d'entendre un très court extrait. C'est de l'acte 1, scène 2. Donc après un monologue dans la première scène de Sganarelle qui fait un éloge du tabac théâtre. On va en reparler, Masha Makiev. Mais là, qu'est-ce qui vous a interpellé là dans l'intonation? Il y a une forme de musicalité. Moi, je me suis demandé s'il se reprenait pas à un moment donné, ou alors il est excellent comédien, il rebondit parfaitement. C'est le personnage qui se reprend, c'est-à-dire qu'il est toujours dans une espèce d'ambivalence, une intranquillité par rapport à son maître, et pourtant il cherche sans arrêt une complicité l'un envers l'autre. Ils peuvent pas se quitter l'un l'autre. Ils sont tout le temps en train de se rechercher sur le plateau, où est-il, où est Sganarelle. Et c'est l'impossibilité d'une amitié, l'impossibilité d'une véritable complicité, parce qu'il y a un lien social qui est impossible à franchir. Et en même temps, il y a une attirance, un goût d'aller chercher l'autre, de le mettre mal à l'aise aussi. Sganarelle, je le voulais vraiment avec beaucoup d'esprit, avec cet esprit français, et pas du tout ce bonnet qui subissait l'horrible comportement de son maître. C'est pour ça que deux personnages m'ont accompagné déjà dans la préparation, parce que je prépare beaucoup, et on a répété 6 semaines, donc il fallait vraiment faire des propositions assez précises, et le tandem Sade, Latour est apparu très vite. C'est-à-dire une complicité impossible entre un aristocrate et son valet, et en même temps une fascination, quelque chose d'un peu délictueux aussi. Et j'aimais beaucoup cette chaleur de deux corps d'hommes
pas loin l'un de l'autre, qui s'en mêlent comme ça, qui sont violents aussi. C'est-à-dire que Don Juan, évidemment, a une jouissance à faire le mal. C'est à cet endroit qu'il nous réveille et qu'il nous fascine aussi, qu'il nous dégoûte, qu'il nous fascine, qu'il est... Mais dans la jouissance, il fait mal aussi, et moi là-dessus, j'ai voulu vraiment montrer qu'il lui fait mal physiquement. Et que l'espèce de résistance et d'esquive de Sganarelle est extrêmement subtile. Alors moi j'ai trouvé que, et d'ailleurs ça m'a frappé Masha Makiev quand vous avez dit que vous avez eu l'idée de Don Juan en voyant justement ces deux comédiens pour une autre pièce que vous avez mis en scène qui est Tartuffe, vous dire qu'il ferait un bon duo, ce qui veut dire déjà que vous n'aviez pas en tête de percer le mystère masculin à travers seulement une figure d'un seul bloc qui était celle de Don Juan, mais de percer ce mystère à travers la figure de deux masculinités qui entraient en contact. C'est exactement cela. Il n'était pas question de travailler le mythe de Don Juan comme un personnage seul, solitaire. Pour moi, c'est un tandem vraiment... ils sont plus que liés, c'est une reliance entre eux. Et c'est à cet endroit qu'on fait entendre, me semble-t-il, justement, ce qui se produit dans l'esprit, dans le psychisme. Ils sont le révélateur l'un de l'autre. Mais vous trouvez qu'ils sont... le personnage de Sganarelle... aussi profond que celui de Don Juan. Il n'y a pas de Don Juan sans Sganarelle. D'ailleurs, c'est Molière qui le jouait. Ça prouve bien que c'était pas un personnage accessoire. Il était à cet endroit pour faire... c'est une machine à faire entendre des aveux, Sganarelle. Mais vous avez dit, Masha Makiev, qu'il y avait quand même un rapport impossible entre... Vous parlez à la fois d'alliance, de reliance et en même temps d'alliance impossible. Sur scène, quand j'ai vu le spectacle mardi soir, moi j'ai trouvé que c'était un duo, que c'était des amis, que malgré tout ce que pouvait dire Sganarelle sur Don Juan, que ce soit en s'adressant au public ou en s'adressant, on vient de l'entendre, à Don Juan, il pouvait se le permettre. C'était presque l'œuvre de franchise. Vous savez, c'est la parésia. On adresse un discours de franchise à quelqu'un, seulement à un ami. On ne peut pas le faire à quelqu'un d'autre. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose qui se fait entendre et qui nous a bouleversés aussi. C'est quand il fait des aveux. Il dit « Viens, je vais te dire le fond de mon cœur ». C'est donc, il est aussi à cet endroit-là, Don Juan. Il n'est pas que dans une espèce de recul, de surplomb des choses. Mais bien sûr qu'ils ont cette relation-là, et pourtant, dans cette reliance, il y a un grain de sable qui est la posture sociale. C'est-à-dire quelque chose. C'est ça aussi que Molière nous fait entendre. Il y a quelque chose de l'impossibilité dans nos vies. On pourrait être attiré par l'autre, et cependant, la mécanique sociale fait, et d'ailleurs qu'il démontre très bien Don Juan dans sa grande intelligence, au moment de l'acte 5, quand il décrit cette société basée sur l'hypocrisie et les faux-semblants, il fait bien entendre que cette harmonie, même dans la frasque, est pas possible à 100%. Cette impossibilité à aller au bout des choses est partout présente dans cette pièce. Don Juan est, vous l'avez dit, un personnage sans cesse empêché. J'ai repris vos mots, si je peux me permettre. Oui, parce que c'est pour ça que je l'ai préféré plutôt que itinérant, de décor en décor, passant d'un lieu à l'autre, en étant un peu comme poursuivi ou rencontrant les gens sur son chemin. Je l'ai préféré enfermé chez lui. Évidemment, comme Sade, qui a été enfermé 27 ans et qui n'a eu de cesse que de se faire donner le théâtre, même à Charenton chez les fous, hein, il y est arrivé. Mais ce personnage qui a besoin d'une fiction aussi pour vivre, mais qui est enfermé, et à cet endroit-là, l'empêchement, si on va à l'os vraiment de la mécanique, de l'épine dorsale de la pièce, il est sans arrêt empêché. C'est un coitus interruptus. C'est-à-dire chaque fois qu'il a un projet, chaque fois qu'il a un désir qui le déborde, chaque fois... Molière le met dans la situation où ça n'aboutit pas. Mais comment vous expliquez, Masha Makiev, qu'on n'ait pas forcément perçu cet empêchement de Don Juan jusque-là? Qu'on en ait fait un mythe qui peut tout faire, justement, auquel
toutes les femmes sont accessibles, qui peut aller jusqu'au bout de son désir et jusqu'au bout même de la logique du désir, qui est de détruire un objet après l'autre parce que soif incessante du plaisir. Et même dans la pièce de Don Juan, on l'a souvent lu comme ça. Qu'est-ce qui avait échappé à la lecture de cette pièce-là? Je crois c'est vrai qu'on a tendance à se laisser aller à la force de séduction de Don Juan. Et c'est vrai que là aussi, c'est très, très étrange. Hein. Alors, comment vous avez résisté, vous, Macha Makеïev? J'ai résisté pas trop, quand même. Je le trouve extrêmement séduisant. Et d'ailleurs, quand on voit Charlotte, quand on voit même Elvire, qui est l'épouse, donc, de Don Juan. Qui est l'épouse rejetée de Don Juan. Et petit aparté... vraiment, au XVIIe siècle, quand une femme vraiment quittait le couvent pour un homme, elle pouvait être punie de mort. C'est-à-dire que c'est bien sûr une mort sociale assurée, mais ça pouvait aller plus loin. Donc quand Don Juan abandonne Elvire, si on se replace dans le contexte, c'est plus qu'une goujaterie, là. C'est jouer avec la vie et la mort d'une femme. Oh, c'est vraiment une mise en danger terrifiante. Mais voilà, bien sûr, c'est le séducteur. Et nous, on veut être séduit par le séducteur. Donc cette partie-là existe. Il a quand même le savoir, l'attractivité de son corps, quelque chose d'assez étonnant, de son parler, de la chaleur de sa voix, de sa façon cette espèce de savant négligé. J'adore ce côté. J'ai pas l'air d'y toucher. Je vous attrape, madame, qu'on connaît bien chez certains hommes. Voilà. Je crois qu'on a été. On peut être pris par la séduction qui peut être un écran à autre chose. On est charmé, sous le charme. Oui, on est sous le charme. Bien sûr qu'il le faut. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une faille chez cet homme. D'abord, moi, ce qui m'intéressait, c'est pas le mythe, c'est l'incarnation de cet homme. Et grâce à son révélateur Sganarelle, sur sa mécanique intérieure, c'est-à-dire qu'il est poussé vers le mal. Et il y a peut-être aussi, il n'y a pas seulement un comment, il y a aussi un pourquoi. Mais vous l'avez dit, Macha Makеïev, c'est pas pareil de faire un Don Juan aujourd'hui que de le faire il y a 20 ans, même il y a 7-8 ans. Essayer de se pencher sur la figure du séducteur et essayer de trouver une faille, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas en fait vouloir expliquer et même excuser les produits du patriarcat avec ce que ça peut comprendre de violence, de destructeur et même, vous l'avez dit, du mal? Excusez, moi je ne me place pas dans ce côté moralisateur, pas du tout. Je pense nous on approche au théâtre et on approche les choses, les énigmes, on approche et c'est ça qui nous intéresse. Et faire entendre le côté énigmatique et ambivalent des personnages. Moi, je ne me sens pas là pour faire la leçon. Ni pour le comprendre ou l'excuser, ni même pour en faire l'éloge. Écoutez, la figure du salaud au théâtre, c'est quand même une grande, belle figure qui nous intéresse. Voilà, si le garçon est bien sous tout rapport, on ne va pas vraiment s'intéresser à lui. Là, oui, cette figure-là reste une figure humaine, et c'est parce qu'elle est humaine qu'elle nous fascine. Si on reste dans le surnaturel, c'est pour ça que j'ai déplacé aussi, j'ai préféré le surréel au surnaturel, et c'est pour ça que ce glissement au XVIIIe siècle m'importait beaucoup, bien sûr. Oui, voilà, je le dis pour les auditeurs et auditrices, la pièce normalement se passe au XVIIe siècle, a été créée à ce moment-là, en 1665, je l'ai dit, et là vous la déplacez donc au XVIIIe, donc le siècle des Lumières, mais aussi du libertinage, de Sade. Oui, le comble du libertinage, voilà. C'est-à-dire la jouissance des étoffes, les odeurs de lit des fées, le Laclos, Prévost, enfin, tous ces gens-là, Sade, bien sûr, mais il y a quelque chose qui se fait entendre aussi dans un esprit libertaire. C'est là où il est paradoxal, Don Juan. Il est insupportable, il est plus que condamnable, mais quand même, il fait entendre aussi une forme de liberté. C'est là où ce sont des personnages intéressants et profonds et qu'on ne peut pas aborder seulement avec une grille simplifiée. On ne peut pas simplifier les personnages de Molière. Ils sont trop ambivalents, ils disent trop de choses de nous dans nos contradictions aussi. Et c'est pour ça qu'il est fascinant aussi. C'est pour ça qu'il est fascinant. Est-ce que Charlotte croit vraiment qu'il va l'épouser? C'est une des jeunes filles qui le séduit. Oui, c'est une paysanne. Alors, moi, je le fais interpréter par
par des comédiennes qui invitent Don Juan pour que la fiction se fasse encore mieux entendre. J'avais toujours un problème avec cette scène au premier degré. Je pense que c'était pas la bonne solution pour moi, le premier degré. Donc, au fond, Don Juan fait entrer chez lui une petite troupe de théâtre, voilà, ambulant, et c'est elle et eux qui jouent Pierrot, Charlotte, Mathurine. J'ai même rajouté un Gilles, parce qu'au XVIIIe siècle, le Gilles est absolument indispensable, parce que c'est ce regard subjectif dont on a toujours besoin, comme dans un tableau, et on a besoin du regard de quelqu'un qui regarde pour entrer dans le tableau. Et voilà, donc c'est réinterprété au théâtre, et Don Juan a besoin aussi de se voir interpréter lui-même. C'est peut-être un peu l'inconfort, j'y pense à l'instant, des hommes d'aujourd'hui pour certains, c'est-à-dire, je les sens un peu en représentation d'eux-mêmes, c'est-à-dire pour certains, dans leur comportement, ils en sont venus à nous dire « Non, mais j'en suis pas de cette engeance-là ». Il y a quelque chose... ce serait intéressant. Ils sont tout le temps en regard d'eux-mêmes et tout le temps en train de se dire... Ils sont eux-mêmes surpris par la puissance de ce qui s'est produit depuis quelque temps, depuis quelques années. Nous parlons de MeToo. Oui, par les événements MeToo, mais aussi par cette société qui n'accepte plus certaines choses et qui a changé d'inacceptable. Et je pense que à cet endroit encore, être un homme ne doit pas être très simple. Je pense qu'il se voit il doit se regarder en train de faire comme Don Juan se représente en sur les petits tréteaux. Ou au contraire Oui, et je crois qu'il fallait ce regard sur soi, cette façon, oui, cette théâtralisation de la figure de l'homme pour comprendre mieux. Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Et comme sur vos vœux, Mais que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment? Je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelques conjectures. Alors, voyez-vous, il ne faut pas commencer aussi fort. Parce que sans ça, nous allons finir dans des éclats qui ne seront pas soutenables. Il faut commencer, au contraire, d'une façon assez rusée. Cherchez un peu vos mots. Vraiment? Faites semblant de les chercher. Je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelques conjectures. Bien. Ou d'un coup de hasard. Bien. Mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle. Voilà. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. Alors là, un autre ton, n'est-ce pas? On m'a dit la nouvelle. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. C'est ridicule, on ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Alors là, vous prenez votre ton railleur déjà, n'est-ce pas? Toute la scène est une raillerie. J'ai traité cela de pure bagatelle. Alors plus vif et plus fort. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. Une archive de l'émission Madame Simone, c'était en 1957 sur la radio-télévision française. Vous hochez la tête, Macha Makiev, comme vous êtes une grande auditrice de France Culture, vous avez dû forcément entendre des extraits de Madame Simone durant dans les nuits, oui, bien sûr. J'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, alors Madame Simone, donc elle donne des cours, on l'a entendu, pour de jeunes comédiens. Ici, c'est pour le Tartuffe de Molière. Le Tartuffe de Molière, c'est aussi une pièce de Molière que vous avez mis en scène, Macha Makiev. C'était en 2021-2022 sous le titre Tartuffe Théorème. On peut aussi citer une autre pièce de Molière que vous avez mis en scène, c'est Les Femmes Savantes, sous le titre de Trissotin, où Les Femmes Savantes, c'était en 2016. Qu'est-ce que vous avez avec Molière ? Qu'est-ce que j'ai avec Molière? C'est venu là aussi d'une façon très, très pratique, c'est-à-dire que j'ai eu le bonheur de diriger un centre dramatique national et je trouvais très important, comme beaucoup d'entre nous, de travailler le répertoire et de le faire entendre aux petits Marseillais. Ça m'apportait. On faisait beaucoup de scolaires, de jeunes adolescents. On avait des salles de 450 500 scolaires comme ça qui venaient de tous les quartiers de Marseille. C'est parmi les choses les plus émouvantes qu'on ait faites et les plus constructives et dans des échanges très forts. Parce qu'à la fin, quand vous avez un public de gamins qui crient Molière, 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 à la fin d'une représentation, ça donnait du sens vraiment à notre mission, à mon équipe et à moi-même. Et donc voilà, j'ai pris goût à ça. Et pris goût au classique. J'ai pris goût surtout à cette langue-là et surtout à faire... ce qui m'importait, c'est de faire entendre d'une façon très claire que le corps et la parole ne sont pas toujours d'accord. Et
il faut des acteurs extrêmement sensitifs. Et j'ai là-dessus fait travailler et accueilli des acteurs et des actrices magnifiques. Il faut des acteurs qui acceptent de ne pas être dans la pensée du texte seulement. C'est-à-dire que le corps trahit toujours les choses. Ils disent une chose et le corps dit autre chose. Et Molière, à cet endroit, est un pur magicien. Et il est tellement acteur qu'il propose des choses. Si on travaille, si on écoute, il propose des choses au corps des comédiennes et des comédiens. Et il dit, attends, ce que tu dis, c'est une chose. Bien sûr, la langue est très belle, c'est la moindre. Voilà, l'aspect littéraire est là et on le fait entendre. Et tu jouis de dire un beau texte, certes, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'en dit ton corps? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Dans le personnage d'Elvire, c'est ça que je voulais faire entendre. Alors évidemment, dans le personnage d'Elvire, c'est quand même la figure féminine, une des grandes figures féminines du théâtre de Molière. Mais il y en a plein d'autres, et même à l'intérieur de Don Juan, celles qui sont plus discrètement évoquées sont tout aussi puissantes. Mais chez Elvire, il y a une ambivalence, c'est-à-dire le corps va vers le séducteur. Elle l'aime, son corps l'aime encore. Mais quelle femme n'a pas connu ça? C'est-à-dire que même après une rupture, même après quelque chose qui rend impensable le fait de se rapprocher, le corps, lui, se rapproche. Et dans un autre temps. Mais ça, où est-ce que vous le lisez, Masha Makeyef, chez Molière? Parce que Molière, il y a les textes qui nous sont restés, mais les indications, il y a quelques didascalies. Mais comment vous percevez ce que Molière faisait de cette dissociation entre les mots qui sont écrits et le corps? Vous le chopez où, ça? Ça s'attrape parce qu'il y a une musicalité de la langue des silences. Mais ça, vous le voyez, mais moi, je lis du Molière, je le vois pas. Oui, ça, c'est notre travail avec les acteurs. Les acteurs sont tellement là, leur corps, leur peau, leur façon de se tenir, les inflexions de leur voix. Et il faut travailler avec ce matériau-là. Parce que si c'est uniquement avec le cerveau, oui, on peut écrire un livre, et d'ailleurs, ça me ferait pas de mal de le faire, parce que je l'ai dans la tête, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire entendre avec ce matériau humain et leur génie. Parce que Molière est un acteur qui écrit pour la troupe, c'est du théâtre de troupe, et moi je ne ferai jamais suffisamment l'éloge du génie des comédiennes et des comédiens. Je veux dire, c'est une chimie incroyable. Pour peu qu'on crée les circonstances. Ouais. Voilà, moi je pense que une grande partie de mon travail, c'est une préméditation, bien avant eux, bien avant qu'on commence ensemble. Très peu de tables, pas les fatiguer avec des discours dramaturgiques qui prouveraient que j'ai pensé plus vite et mieux qu'eux et que je suis très cultivée. Tout ça, vraiment, il faut l'avoir assimilé et le faire passer d'une autre façon. Mais je pense que s'il y a une grande préméditation poétique et de travail en amont, quand on est là, le génie se développe. Ces gens-là sont des êtres de génie. Pourquoi des êtres de génie? Parce que le comédien, qu'est-ce qui fait de génial? Pas que je dénie l'art justement de la comédie, mais qu'est-ce qui, selon vous, Masha Makeyef, le comédien ou la comédienne fait apparaître qu'on ne percevait peut-être pas jusque-là, nous fait peut-être penser, sentir des choses qu'on n'avait pas ressenties jusque-là? Ça produit, ces êtres-là produisent une vibration qui est entre le texte et la monstration. Il y a cette petite distance qui leur est donnée, que moi je réduis énormément, parce que quand ils arrivent, il y a déjà un décor, il y a déjà une mécanique, j'ai déjà écrit un scénario, enfin, c'est infernal, hein, j'arrive avec... voilà. Je leur en fais pas forcément. Vous êtes metteur en scène en même temps. Voilà. Mais tout d'un coup, plus, il me semble que plus l'interstice est près d'eux, est très ténu, et plus le génie va... Voilà, ils vont se servir de ce petit espace que vous leur laissez entre le texte et ce qu'ils sont, entre un bruissement du corps, entre un geste, et quelque chose se fait entendre. Vous savez, c'est comme les chanteurs lyriques. Moi, je suis absolument... J'ai été dans une admiration quand je montais l'opéra pour ces êtres-là. Ils arrivent avec une partition sue, bien sûr, ils la chantent parfaitement, il n'est pas question qu'un soupir passe, etc. Tout est là, il se produit encore autre chose.
Voilà, on pourra en parler longtemps. Oui, parce que moi, il faudrait être Yankelevitch pour en parler très bien, parce que c'est ce presque rien. Oui. C'est cet aveu aussi, parce que chez une comédienne ou un comédien au plateau, il y a quelque chose d'un aveu de soi-même. C'est un presque soi. On travaille avec un presque soi on entre dans une fiction et on fait entendre un presque soi. Et dans ce presque, il y a un élément poétique qui se fait entendre, qui est de l'ordre du sublime dans le sens le sens propre du terme. C'est-à-dire que il est là, hop, et il va disparaître. Mais si vous êtes assez attentif et que vous le captez, et que après tout le travail, c'est de le remettre l'événement, les circonstances de l'événement pour qu'il se reproduise, et ça aussi quel talent quand même. Voilà. Et moi je suis très attentive à ce que leur propre étonnement d'avoir produit ça se reproduise chaque soir. Et ça c'est du travail. C'est pour ça aussi que je m'éloigne pas du plateau. Je pense que là aussi, peut-être que mon regard subjectif qu'ils sentent et cet accompagnement, peut-être, je l'imagine, laissez-moi l'imaginer, que ça les aide. Mais qu'est-ce qui est génial, Masha Makiev, c'est de produire de l'art, c'est-à-dire de manière artificielle quelque chose de sublime, en travaillant, en créant les conditions, ou c'est ce qui apparaît qui est sublime, c'est ce que le comédien nous montre avoir justement du désir avec Don Juan, de l'empêchement aussi avec ce même personnage, quelque chose de la vie, mais qu'on n'aurait pas perçu autrement si ça n'avait pas été sous nos yeux. Mais ça, c'est le génie de la fiction aussi, c'est-à-dire que comme c'est pas pour de vrai, vraiment, comme disaient les enfants, eh bien c'est encore plus fort. C'est là où moi, depuis toute petite, je me suis aperçue pour justement me débarrasser de certains effrois, je me suis dit que le récit, l'invention, l'histoire inventée, c'est pas pour de vrai, disait des vérités bien supérieures à la production de réel. Voilà. À ce qu'on vit là, par exemple. Ce qu'on vit là, bien sûr, c'est essentiel, mais la représentation des choses. Et ça, quand j'étais à Marseille, c'est une chose que on a essayé de beaucoup faire entendre à certains publics, et jeunes publics notamment, que le droit à la représentation, sortir de soi et savoir regarder ce qui est reproduit, et que la reproduction, c'est une vérité auquel on a droit et qui nous dit encore davantage. Regarder un tableau, c'est une absolue nécessité et c'est une liberté totale. Et voilà, défendre la représentation aujourd'hui, il me semble que c'est un beau sujet. Alors quand vous dites droit à la représentation, c'est droit à se voir représenté ou droit à y avoir accès aussi? Les deux. Parce que quand vous dites quand vous étiez directrice du théâtre de la Criée à Marseille, vous dites que vous êtes adressée à des jeunes publics. Il n'y avait rien de plus beau que de voir des jeunes qui criaient Molière, Molière. J'ai du mal à l'imaginer parce qu'on n'a pas fait ça au théâtre de l'Odéon mardi. C'est un petit peu dommage. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est de se dire que on va s'adresser à ces jeunes pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, qu'ils comprennent les images. Oui, ou que c'est eux-mêmes qui ont le droit aussi à faire ça, à créer et à être vus. Il faut la première expérience pour que la deuxième ait lieu. C'est-à-dire il faut avoir la clé de la porte et se dire c'est à moi, ça m'appartient. Je peux entrer dans une histoire, cette histoire sans mon regard n'existe pas. Ce que j'essayais de faire entendre aussi, c'est que sans regardeur, rien n'existe. Le théâtre sans personne en face, c'est un lieu de folie, le théâtre. C'est-à-dire on se consume ensemble, on est dans une géométrie absolument étonnante. C'est encore un des rares lieux, j'aime bien dire ça, où on entre dans le noir, on peut entrer dans le noir, s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas et avec qui on va partager quelque chose d'absolument essentiel à l'existence. Et ce face-à-face avec ces êtres qui sont dans le même temps que vous, qui se consument en même temps, qui peuvent se tromper, qui peuvent échouer, qui peuvent... Cette espèce cette expérimentation de ce partage-là, il n'existe qu'au théâtre.
Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, Masha Makiev, mais c'est aussi l'importance que vous accordez au rire. Ah oui. Choisir Molière, c'est choisir quand même aussi la comédie. Voilà, la comédie, malgré tout, malgré la sévérité, la gravité des sujets, la complexité des personnages. C'est là aussi où il y a une communion du public, parfois même plus que dans une émotion trop tragique. Oui, et je pense que le public sent aussi... là encore, l'extrême virtuosité des acteurs qui sont à toujours sur le chemin de crête entre le drame et le rire. Et il n'y a pas de rire de grande qualité s'il n'est pas au bord de l'abîme, si le personnage ne peut pas se fracasser d'une seconde à l'autre et qu'il en a la sensation. Et c'est à cet endroit, évidemment, que Molière est le plus étonnant. Et là, quand même, c'est une grande comédie où il y a un gars qui meurt à la fin, quand même. Oh non, vous avez divulgaché. Quel autre... Donc, c'est absolument étonnant. Et là, encore, on peut voir aussi ça, le côté libertaire de Molière qui dit, à cet endroit-là de la comédie, oui, bien sûr, il est mort, mais tout à l'heure, il se relève et demain, on joue. Oui. Une dernière question, Masha Makiev, mais quelle autre pièce vous allez mettre en scène là? Peut-être une autre pièce de Molière vous intéresserait? Non, je pense que là, j'aimerais beaucoup monter Tchekhov, bien sûr. Ah. Je me sens maintenant armée, un peu redevable à ce personnage-là. Et j'ai monté Bulgakov avec un grand plaisir. Et Tchekhov serait en écho, c'est-à-dire ce sont deux auteurs médecins. Cette approche physiologique des protagonistes, des personnages me plaît beaucoup. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'aimerais travailler avec mes acteurs. Oui. Bon, on vous retrouvera alors avec Tchekhov. Merci beaucoup, Masha Makiev. Merci à vous. D'ici là, votre Don Juan, c'est au Théâtre de l'Odéon et c'est jusqu'au 19 mai. Masha Makiev, pour terminer, vous avez le choix entre deux musiques sur Don Juan. Un Don Juan classique ou un Don Juan jazzy. Lequel voulez-vous écouter? Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous choisissiez. Ça fait 2 fois qu'on nous fait ça. Ah, c'est vrai? Pardon. Non, je suis désolée, mais comment vous dire? Pour moi, vous me demandez de séparer des choses que j'aime autant. Vous voyez, non, je peux pas. J'aime bien évidemment Lemon Twigs. Pourquoi? Parce que c'est un prologue qui nous permet de passer de notre époque à une autre époque fictive que je propose. Mais Lemon Twigs, c'est bien. C'est jazzy, Lemon Twigs? Oh, c'est pas jazzy, c'est pop. Bon, alors allons-y pour le jazzy alors. What a lover was old Don Juan, for he made love with a magical song. All of Spain was enchanted by my refrain. I sang this song and I could not go wrong. Mucho, mucho. Señorita, venga Cali. On avait Mozart, on a donc choisi The Andrews Sisters Old Don Juan. Grand merci à vous, Masha Makiev, et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours par Issa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son d'Alia. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à lundi, bon week-end. Géraldine.